comment ont avancé les traitements? Quels sont les traitements actuels qui vont être utilisés justement pour soigner les patients? Parce que comme vous l'avez dit, il y a souvent du coup des troubles émotionnels, enfin en tout cas des troubles qui ont causé l'arrivée dans l'alcool, enfin en tout cas la première utilisation de l'alcool dans le but de sédater quelque chose par exemple, qui après du coup ça s'est aggravé au fur et à mesure. Mais du coup il y a des choses à traiter en dehors de l'alcoolisme. Est-ce que du coup on traite ce qu'il y a à côté et on juge que si la personne par exemple est plus déprimée, du coup elle aura moins... Si on enlève la raison pour laquelle la personne buvait, bah, elle arrête de boire par elle-même. Quels sont les effets de l'environnement? Comment est-ce qu'une personne, comme vous le disiez, avec tous les facteurs qu'elle voit, toutes les choses qu'elle a associées, comment est-ce qu'elle fait? Parce que ça peut être facile entre guillemets, de aller par exemple en centre, de se faire sevrer là-bas, mais de ressortir. Et si tous nos amis bah, sont les gens avec qui on boit et qui sont toujours au bar, maintenir, ça va être beaucoup plus dur, etc. Donc, comment est-ce que tous ces facteurs sont intégrés et quelles sont les différentes pistes de traitement pour les gens? Alors c'est une grosse, grosse question, effectivement. Alors, juste ce qu'il faut dire quand même, c'est que la prise en charge, le sevrage, la prise ça commence par une prise de conscience, voilà, qu'il y a un problème et que il faut trouver les ressources, la motivation pour se dire: «Voilà, là, c'est peut-être le bon moment, il faut que je réduise ou il faut que je rentre dans un processus d'abstinence». Alors d'abord, il faut savoir s'il y a une urgence médicale ou pas, parce qu'on fait pas, voilà, un sevrage ou ça se décrète pas comme ça, hein. Il va falloir donc voir un spécialiste et puis, avoir un vrai projet. Parce que oui, il faut le préciser que le sevrage de l'alcool, il me semble, c'est le seul sevrage dont on peut mourir. Oui, voilà, parce que, en fait, j'ai dit tout à l'heure, votre cerveau, il s'est adapté et en fait, comme c'est un dépresseur, en fait, ça calme le cerveau. Si vous arrêtez de manière brutale, chez certains patients, on peut avoir vraiment une ce qu'on va appeler une hyperexcitabilité cérébrale. Cette fois-ci, le cerveau va devenir vraiment hyperactif et on peut avoir ce qu'on appelle un délirium tremens, donc des symptômes qui peuvent aller même jusqu'à, des hallucinations, hein. On peut avoir des tremblements, des sueurs et cetera, mais ça peut être assez violent, hein et chez, 15, 10, 15-20 des patients, il peut même y avoir ce qu'on appelle des crises convulsives généralisées. Donc convulsive, ça vous rappelle un petit peu l'épilepsie, hein, donc c'est grave. Et il faut calmer le cerveau parce qu'en fait, pourquoi? Parce que c'est très toxique pour le cerveau, cet état d'hyperexcitabilité. D'accord? Donc en fait, si ça se produit, en fait, il faut vraiment le prévenir, il faut vraiment empêcher ça. Et en général, donc, dès que des signes comme ça avant-coureurs se manifestent, là, il y a vraiment, une prise en charge qui peut être vraiment une hospitalisation où on va traiter avec une molécule qui va calmer vraiment le cerveau et ce sont ces fameuses benzodiazépines. Donc en fait, les recommandations, c'est en général d'utiliser du Valium pendant plusieurs jours pour être bien sûr que le patient, qui ferait un sevrage, un peu sévère, eh bien, on prévienne vraiment ces crises, voilà. Et ça, c'est la première étape du sevrage. Alors qui est pas obligatoire, pour tous, hein. Pour certains, ça peut être, en ambulatoire et puis le sevrage peut être minime et donc ça va pas, voilà. Si pour certains ça se passe, il faut gérer ça. Donc vous voyez, un sevrage qui peut être sévère, ça se gère, hein. C'est ses premiers jours et puis après, je dirais, il y a l'autre travail qui va consister à voilà, avoir un vrai projet, un vrai objectif. Une fois que le sevrage physique est passé, il y a les aspects, je dirais aussi, qui restent physiques, mais qui vont surtout passer sur les aspects psychologiques. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes, plutôt dans une démarche de réduction de la consommation d'alcool, heu, plus ou moins importante, qui peut se faire plus ou moins rapidement dans le temps? Ou bien un projet plutôt d'abstinence. Il y en a, ça va être: «Ah non, moi, il faut que j'arrête, donc je m'arrête, je peux pas me contrôler, donc il faut que j'arrête» et cetera. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, l'intervention, elle est en fait graduée par rapport à la sévérité de la pathologie. Hein, on va avoir un trouble d'usage d'alcool qui est plus ou moins sévère. Donc dans ces cadres-là, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ça va être un processus long, d'accord? Ça se passe pas en quelques semaines, ça va demander vraiment plusieurs mois, hein, pour que les symptômes diminuent et qu'il y ait ce qu'on appelle une rémission. Hein, ça va prendre plusieurs mois, voire encore plus pour quand on va parler de rétablissement. C'est vraiment là, le patient va aller beaucoup mieux. Ça va au-delà des symptômes, mais il se réinsère, il retrouve des objectifs, il retrouve une qualité de vie vraiment très bonne. Et là, en fait, quand j'ai dit graduer tout à l'heure, bah, ça passe d'abord par de la psychothérapie. D'accord? Il y a différents types de psychothérapie. Ça va de l'intervention brève à l'entretien motivationnel ou ce qu'on va appeler des thérapies cognitivo-comportementales, parce que là, en fait, il va falloir que le patient se déconditionne à consommer de l'alcool.
Il va falloir que le patient développe des stratégies pour éviter, pour savoir quoi faire quand il a un fort craving, par exemple. Donc vous voyez, il y a tout un aspect vraiment psychologique très fort et qui va demander un suivi sur le long terme. Et en fonction aussi de cette graduation, de cette gravité, il y aura une pharmacothérapie, donc là, un médicament. Et là, dans l'addiction à l'alcool, on a la chance quand même d'avoir au moins 5 traitements. Donc 3 particulièrement pour, le maintien de l'abstinence et 2 pour la réduction de la consommation, d'alcool. Vous voyez que voilà, c'est souvent une association, la gestion du sevrage pour voilà, s'il y a un sevrage à faire en hospitalisation ou pas, et surtout prévenir les crises de sevrage. Il faut une réhydratation, il faut des vitamines, hein, chez les patients, il y a des problèmes nutritionnels. Et puis ensuite, il y a ces médicaments qui vont aider le patient à réduire sa consommation d'alcool, avec des médicaments, si on réduit, qui peuvent être à la demande, hein. C'est-à-dire que le patient va gérer, bah voilà, là je sais que je vais avoir envie de boire à telle heure, hop, bah 1 heure et demie avant, je prends mon cachet pour, limiter la consommation d'alcool. Ou sinon, le patient qui fait le choix de l'abstinence, bah, il prend un traitement qui va l'aider vraiment à maintenir son abstinence et voilà, ça se fait vraiment, en bonne, en bonne entente, je dirais, entre le patient et puis les soignants sur le projet, la méthode pour y arriver, les objectifs. Et alors la très bonne question que vous avez posée, c'est que là, on a parlé que de l'alcool mais en fait, bien souvent, il y a ce qu'on appelle des comorbidités. Donc les comorbidités, ça peut être d'abord somatique, hein, parce que ça va créer des dommages. L'alcool, ça entraîne des problèmes notamment au foie, d'une maladie du foie liée à l'alcool. Là, ça complique, hein, parce qu'effectivement, là aussi, si la maladie du foie est grave, bah là, il va falloir aussi soigner le foie, hein. Voire même chez les patients les plus sévères, qui ont une maladie du foie très sévère, des fois envisager chez certains même la transplantation hépatique. Donc vous voyez que voilà, c'est assez grave. Et puis des comorbidités, vous l'avez dit, très souvent c'est psychiatrique. On considère, on a l'habitude de dire que plus d'un patient sur 2, on va trouver notamment de l'anxiété et puis de la dépression. Et donc là aussi, bah, il faudra gérer ces troubles anxio-dépressifs, traiter les troubles anxio-dépressifs. Et puis pas que, on a aussi, heu, des troubles du sommeil, par exemple, hein. On sait que les troubles du sommeil, pareil, ça peut, perpétuer, continuer à perpétuer. On dort pas bien, donc on va pas bien et donc on consomme et on consomme, on a plus de troubles du sommeil et c'est vrai, là encore, on a aussi une spirale. Donc il y a aussi ces troubles du sommeil qui sont importants et puis je dirais aussi après c'est socialement, il faut que ça aille bien socialement. Il faut que les relations s'améliorent, il faut qu'on retrouve, l'envie, de faire des choses positives, qui nous voilà, qui plaisent aux patients. Il y a de la réadaptation physique. Là, ce qui est beaucoup aussi utilisé en ce moment, c'est l'activité physique adaptée. Hein, refaire une activité sportive, aller bien à nouveau dans son corps, dans sa tête, avoir envie de bien manger. Ça aussi, c'est important sur les aspects nutritionnels. Euh, voilà, donc ça fait déjà beaucoup de choses, hein, et tout ça, c'est à envisager dans le temps. Et vous voyez, en fait, la difficulté vraiment, c'est qu'on va pas bien. Et pour retrouver un sens, je dirais, à sa vie, une motivation, hein. C'est pour ça que ceux qui sont le mieux insérés socialement et professionnellement, bah, finalement, ont peut-être aussi plus de chances d'aller mieux rapidement et de s'en sortir, hein, parce qu'il faut, voilà, il faut mettre toutes les ressources de son côté. Mais effectivement, il faut aussi traiter les pathologies associées. C'est là que la complexité est là, parce que l'addiction, l'alcool, c'est une addiction, mais ça peut être des problèmes médicaux, des problèmes sociaux et voilà, puis il y a un enjeu aussi, économique dans la prise en charge. Mais voilà, je dirais que je vous ai dépeint un petit peu, comment on va prendre en charge la problématique addictive et puis toutes les autres, pathologies, je dirais, associées et ces comorbidités qui vraiment faut bien imaginer aussi que ça, c'est pas simple, hein. Parce que vous voyez, là, on parle d'addictologie, on parle de psychiatrie, on parle de médecine, voilà, organique, voilà. Et donc c'est pour ça que l'addictologie, en fait, c'est une discipline qui est devenue une discipline extrêmement, complète, qui doit être extrêmement performante. C'est complexe, hein, c'est quelque chose qui est à l'interface de plein de disciplines finalement de la médecine. Ça demande une expertise, une coordination des soignants. Vous voyez, il faut qu'il y ait une coordination, il faut qu'il y ait du réseau. Voilà, et il faut que, à la limite, je dirais que le plus important, en fait, dans tout ça, c'est que le patient, il en parle, qu'il soit
repéré pour son trouble ou bon, il peut trouver peut-être la motivation tout seul, hein, et qu'ensuite toutes les conditions soient réunies pour que, bah, il soit au bon endroit au bon moment et que la prise en charge, voilà, puisse se faire, puisse se faire et puis que les conditions soient aussi favorables, l'environnement, parce que vous l'avez dit aussi, effectivement, quand on va retourner dans son environnement et qu'on va être réexposé, bah là aussi, hein, il faut que finalement la psychothérapie, la pharmacothérapie, que le patient aille mieux et qu'il soit déjà en capacité, voilà, de reprendre le contrôle sur son comportement et puis d'éviter finalement de se réexposer à ces risques et puis qu'il puisse bénéficier. C'est ça qu'on espère aussi beaucoup, hein, c'est qu'il y ait un soutien familial, son environnement, que son environnement propice et que son environnement familial soit une ressource positive pour lui pour s'en sortir. Et on parle du conjoint, hein, on parle aussi des enfants ou des proches qui peuvent aussi aider ces patients à s'en sortir pour une maladie qui est quand même qui est lourde, qui est complexe, qui est handicapante. Euh, voilà, sans stigmatisation, hein, parce que c'est une maladie, c'est pas des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir parce ils ne veulent pas. Ou, voilà, c'est vraiment une pathologie, comme une pathologie cardiovasculaire classique, c'est une maladie chronique et difficile à s'en sortir. Et je pense que c'est là pour avoir vu aux Alcooliques Anonymes, c'est là la force du groupe, c'est que justement, pour des personnes qui justement doivent arrêter, donc forcément surtout au début, pour beaucoup, je pense que ça vient avec un changement de ces relations sociales, puisque si par exemple nos amis c'était nos copains de bar, bah forcément, le moment où on a envie d'arrêter, on peut plus vraiment être amis avec eux parce qu'on peut pas continuer à les voir sans prendre le risque de retomber. Et c'est là où la force je trouve, des discours que j'ai entendus aux Alcooliques Anonymes, qui c'est vraiment où même ceux qui sont là, des fois, il y en a, ça fait 30 ans qu'ils viennent toutes les semaines, mais parce que justement, c'est ce petit rappel toutes les semaines qu'il y a un groupe de gens comme eux qui traversent des épreuves similaires. Et souvent, ce qu'ils disent, c'est que c'est un peu que tout le monde a la même histoire, mais pas les mêmes détails. Mais c'est un petit peu toujours la même trajectoire, les mêmes épreuves au final, etc. Et que du coup, ça aide à retrouver du sens, à voir qu'on peut s'en sortir et à redonner la motivation pour la semaine, pour le week-end, pour le jour suivant, pour voilà, de tenir, de continuer comme ça et de pouvoir partager tout du long cette expérience. Et donc, je trouve que c'est ça la force du groupe. Et je sais pas s'il y a des gens qui écoutent qui sont alcooliques, mais d'aller faire un tour et d'aller voir, parce que de ce que j'ai vu, c'est que c'était souvent on en a une image cliché dans les films, etc. Et c'est loin d'être comme dans les films, mais c'est vraiment un groupe accueillant, etc. Avec des gens qui s'écoutent avec humilité et avec bienveillance. Alors effectivement, mea culpa, j'ai oublié de citer quelque chose de très important dans la prise en charge, c'est les groupes dits groupes d'entraide. Les associations de malades, les associations de patients, on en parle beaucoup, hein, ils ont un rôle majeur. Il y en a plein, il y a même des fédérations. Ils font un travail extraordinaire. Ils ont beaucoup progressé ils sont très pragmatiques, ils travaillent beaucoup en réseau. Ils sont vraiment à l'écoute et ils sont là vraiment pour aider les patients en plus à tout moment. Parce que voilà, des consultations, voilà, en dehors des heures classiques, etc., c'est compliqué. Mais là, les associations, elles peuvent être là le week-end, le soir, etc. Et donc, c'est super important, effectivement, parce que c'est une aide très forte, effectivement. Ils ont les conseils, ils ont l'expérience, ils sont passés par là, ils peuvent montrer ça a marché pour eux. Ils peuvent expliquer aussi des choses parce qu'un patient ne va peut-être pas tout comprendre de sa pathologie et de ce qui peut lui arriver. Voilà, et puis c'est quelque chose de chronique et donc là, ce groupe peut être là sur vraiment un temps très long et donc ça, c'est super important et dans beaucoup de ces associations d'ailleurs, on va retrouver maintenant ce qu'on appelle des patients experts addiction. Donc ce sont des personnes qui ont eu une addiction, pour beaucoup, l'alcool, hein. Je voudrais simplement dire que l'alcool, on se rend pour des auditeurs peut-être qui se rendront pas compte, mais plus de 50 à plus de 50 dans les centres de soins, la problématique, elle est alcoolique. C'est l'alcool qui arrive en tête finalement du nombre de patients, pris en charge, je veux dire, hein. Au dans les hôpitaux aussi, c'est une des premières causes d'hospitalisation, c'est l'alcool, il faut se rendre compte. Et dans aussi les prisons, etc., ou dans les choses des crimes, etc., c'est quasiment toujours de l'alcool, à la fois du côté de la victime et du persécuteur. Oui, bah, l'alcool est vraiment partout, effectivement, et il faut vraiment prendre conscience de ça, que c'est quelque chose de fréquent et c'est pour ça qu'il faut être très tolérant vis-à-vis de ces patients. Tout le monde, en fait, tout le monde peut avoir dans sa vie, à un moment, on parle de 10, mais voire même 30 de la population et là, on atteint des chiffres comme des symptômes dépressifs. Je veux dire, on est tous à un moment de notre vie, on peut avoir un problème.
qui fait qu'on va perdre le contrôle de sa consommation d'alcool. C'est beaucoup, hein, 10 à 30. Donc voilà, il faut surtout pas stigmatiser parce que ça peut arriver à n'importe qui et on s'en rend pas compte, hein. D'accord? Donc ça, c'est super important d'avoir cette vision ici, d'une pathologie vraiment grave qui peut survenir à tout le monde. Hein, c'est pas parce qu'on fait la fête au départ. Alors oui, parce que oui, on peut avoir fait la fête, mais aussi on peut avoir tous des problèmes psychologiques qui font que ce sont les problèmes psychologiques qui vont finalement aussi pousser à consommer. Et on a l'impression de s'auto-médiquer avec de l'alcool, mais on va rajouter en fait un problème d'addiction à l'alcool sur une pathologie, voilà, psychologique, psychiatrique. Là, on est vraiment dans la santé mentale. Et là, on se rend compte hein, de la fréquence et de l'importance des problématiques de santé mentale, hein. Et l'alcool, comme dirait un collègue, là, c'est quand même des premières drogues, mais aussi un des premiers médicaments qu'on peut trouver, hein. Parce que l'alcool, on se soulage, hein, voilà, c'est un anxiolytique, c'est un relaxant, on peut se réfugier dans l'alcool. Et donc, c'est là que ça devient très dangereux si justement on n'a pas un entourage qui peut nous faire remarquer qu'à un moment, attention, là, tu perds le contrôle, tu dérapes, là, vous voyez, parce que je vous dis, on s'en aperçoit pas.